Bonjour, Jean de la TCBH, ici Wilson Henley pour votre téléjournal. J'aimerais tout d'abord m'excuser pour les poches en dessous des yeux, les paupières gonflées. Les nuits sont mouvementées avec ma petite de 1 an et demi. N'ayez crainte, je ne suis pas à l'article de la mort. Le moral est très bon, ça devrait s'améliorer d'ici peu. Commençons. Plus de 120 élèves provenant de 16 écoles du Bas-Saint-Laurent monteront sur scène dans le cadre des finales régionales de secondaire en spectacle au cours des prochains jours. Près de 30 numéros seront présentés allant de la musique à la danse, en passant par le théâtre et même l'animation. 2 rendez-vous sont à noter au calendrier, le 28 mars à Matane et le 1er avril à la Pocatière, où les jeunes tenteront de se qualifier pour la grande finale provinciale à Sept-Îles. À 10 $ le billet, c'est probablement le seul spectacle où vous pourrez voir la relève avant qu'elle ne devienne trop chère. Un jeune de la région s'est récemment illustré avec un défi hors du commun, parcourir 230 km à la course en hommage à ses grands-parents. Au-delà de l'exploit sportif, son objectif était aussi de redonner à la communauté. Son initiative a permis d'amasser des fonds pour la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. Et juste pour vous situer, 230 km, c'est 5 marathons et demi. C'est pratiquement la distance entre Montréal et Québec, 260 km. Je ne sais pas s'il le fait d'un seul coup. Le communiqué de presse ne le disait pas. D'un seul coup, ça serait un exploit surhumain de l'ultra-endurance. Un athlète vraiment qu'on ne voit pas tous les jours. En plusieurs étapes, ce serait un peu plus normal, mais quand même, félicitations à Justin Lemieux, 230 km pour ses grands-parents, pour la cause de l'Alzheimer. On félicite. 3 jeunes patineuses de 3 pistoles se sont illustrées à la finale provinciale de patinage star. Livia Ouellette, Léane Ouellette et Anaï Pelletier ont brillamment représenté l'Est du Québec. Livia s'est démarquée avec une impressionnante 5e place sur 48 patineuses, le meilleur résultat de la région dans sa catégorie. Léane et Anaï ont également signé de solides performances, se classant respectivement 19e et 12e parmi des dizaines de participantes. Ce sont des résultats qui témoignent du talent et du travail de ces jeunes athlètes et qui prouvent que même sur la glace, ça chauffe à 3 pistoles. Le PQ, Parti québécois, a choisi son candidat dans Rimouski en vue des prochaines élections. C'est le pédiatre Yohann Saint-Pierre qui a remporté l'investiture avec 66 % des voix lors d'une assemblée réunissant plus de 400 militants. Installé dans la région depuis 2012, il souhaite désormais faire le saut en politique pour défendre les intérêts locaux, notamment en matière de santé. Après avoir pris soin des tout-petits, Yohann Saint-Pierre veut maintenant s'occuper de plus gros dossiers. Le festival Western Yeehaw de 3 pistoles récolte déjà les honneurs. Après sa toute première édition, l'événement a remporté un prix Bon Coup touristique de l'année lors du colloque régional de l'industrie touristique. Organisé en moins d'1 an, ce qui est quand même un exploit, il faut le dire, l'événement a attiré plus de 20 000 visiteurs et a généré d'importantes retombées économiques pour la région. Bref, à 3 pistoles, le Far West est peut-être arrivé tard, mais il a clairement fait une entrée remarquée. Un bâtiment agricole a été ravagé par un incendie samedi soir à Notre-Dame-des-Neiges. À l'arrivée des pompiers, près de la moitié de la structure était déjà en flammes, alors que les vents forts compliquaient grandement l'intervention. Sans réseau d'aqueduc sur place, les équipes ont dû transporter l'eau à l'aide de camions-citernes, mobilisant des pompiers de plusieurs municipalités de la région. Malgré l'ampleur du brasier, les animaux ont pu être évacués à temps et aucun blessé n'a été rapporté, Dieu merci. Maintenant, pour nos entrevues cette semaine, je discute avec Mme Karine Mercier, directrice générale de l'ITAC, l'Institut des technologies agroalimentaires du Québec. Nous parlons de la hausse d'inscription depuis les 2 dernières années. Très bonne nouvelle. Ensuite, discussion avec Karine Paquin, autrice et créatrice du défi Karine Paquin, qui provoque les jeunes à lire beaucoup de livres. Pour finir, le brasseur itinérant David Thériault, mieux connu sous le nom de Barbe Rouge, jase avec Maxime de toutes sortes de choses ici en studio. Bonne écoute. Bonjour, Jean de la TCBH, ici Wilson. J'ai avec moi aujourd'hui Mme Karine Mercier, qui est la directrice de l'ITAC, l'Institut Technologie agroalimentaire du Québec. Comment ça va, Mme Mercier, aujourd'hui? Très bien, merci. Alors, pour nos téléspectateurs qui savent pas, on avait déjà fait une entrevue par visio, mais j'avais foiré l'enregistrement, alors ça se peut qu'il y ait des retours à notre précédente conversation. Si jamais, on va essayer de pas trop vous perdre. Par quoi, oui. Donc, nous, ici, on a reçu un communiqué de presse qui indique une hausse des inscriptions.
C'est ça qui vous amène aujourd'hui. Parlez-moi un petit peu de cette hausse-là. C'est une hausse importante? Ben oui, on est vraiment très contents. C'est la deuxième année consécutive qu'on a des hausses records, je pourrais dire, là. Donc, l'année dernière, on avait eu environ 16,8 d'augmentation de nos demandes d'admission dans les deux campus. Puis cette année, ben, on est encore à 16 d'augmentation. Donc, puis cette année, ce qui est vraiment particulier, c'est surtout la Pocatière qui a eu des hausses très importantes là, dans deux programmes forts qu'on a révisés récemment. Donc, on est vraiment très contents. La réponse des jeunes est là. C'est ça, on s'était parlé la dernière fois, c'était à propos d'une restructuration, je ne sais pas si c'est le bon terme de vos programmes. Est-ce que c'est ça qui a mené à la hausse ou c'est juste l'amour est dans le prix? Ah, ça, je pourrais pas répondre exactement à la question, mais on a quand même travaillé fort pour amener des programmes à être beaucoup plus actuels, puis on en a parlé beaucoup. On a accueilli beaucoup de jeunes, on est allé dans les écoles, on a présenté ces révisions-là. Puis je pense qu'il y a il y a une démystification de ce que c'est que l'agriculture qu'on est en train de faire. Tu sais, c'est plus l'agriculteur qui est dans son champ avec sa fourche, là. On n'est plus là. Puis je pense peut-être l'amour est dans le pré aide un petit peu aussi à démystifier qu'est-ce que c'est vraiment le métier les métiers qui sont autour de l'agriculture. Mais tu sais, pour prendre des programmes qui est technique de production animale, tu sais, quand on fait juste lire le titre, bon, ben ça veut dire je vais être un producteur bovin ou un producteur ovin. Bon, non, tu sais, on est vraiment venu expliquer, c'est un conseiller à la production animale. Donc, tu n'es pas nécessairement propriétaire d'une ferme quand tu suis ce programme-là, mais tu es là pour aller conseiller les agriculteurs. Donc, tu développes vraiment une expertise sur l'alimentation, la gestion technique d'une ferme, etc. Et on sait qu'il y a beaucoup d'outils maintenant qui sont à la disposition des gens qui sont en service conseil, notamment l'intelligence artificielle. Donc, nous, on a vraiment exploré de dire, ben, nos jeunes qui vont devenir des conseillers, ils vont avoir à utiliser ces outils-là. Comment on va faire ça? Et c'est ça qu'on est allé intégrer dans nos programmes. Donc, vraiment d'amener la technologie au service de l'emploi. Puis c'est peut-être ce qui explique un peu l'attrait que les jeunes ont pu avoir pour les révisions de programme. Ça le dit dans le nom de l'ITAC, il y a le mot technologie dedans. Donc, c'est directement lié. Puis je trouve, ce que vous me dites, ça me donne... souvent, les gens, si on n'est pas dans le milieu du cinéma, on n'a aucune idée de la production derrière un film, mais on la connaît un peu quand même, on la devine, on a vu les behind the scenes, les bloopers. Puis c'est la même chose avec l'agroalimentaire. Dans ton assiette, tu as ton Général Tao, mais tu n'as aucune idée de toute la structure derrière ça, que en fait, c'est pas juste producteur bovin, c'est t'as tout le reste derrière. Et vous enseignez ces choses-là. Oui, on dit vraiment de la terre à la table, hein, donc ça part de la céréale qui nourrit l'animal, puis après ça, la transformation qu'on va faire de ces matières premières-là, donc pour que ça finisse en un bon pâté chinois ou que ça finisse en chip, peu importe. C'est l'expertise qui est à l'ITAC qui permet en fait d'assurer cette forme d'autonomie alimentaire-là qu'on souhaite avoir au Québec. Moi, je suis un grand fan de technologie et de modernité. Contrairement à ma blonde, j'adore utiliser l'intelligence artificielle. Quand vous avez commencé à l'intégrer dans les programmes, comment a été la réception des étudiants? En fait, je dois préciser qu'on l'utilise présentement dans nos programmes actuels, puis on est en train vraiment de débroussailler, hein, autant au niveau pédagogique, comment est-ce qu'on peut bien utiliser dans les classes l'intelligence artificielle que dans la formation comme telle, comment tu vas utiliser l'intelligence artificielle dans ton programme. Et ce volet-là, c'est des programmes qu'on met en œuvre à l'automne. Donc, je ne pourrais pas dire exactement comment ça se passe. Je peux vous dire que on est à utiliser l'intelligence artificielle de manière éthique, responsable dans les cours. Mm-hmm. Mais comment on forme sur comment l'utiliser dans notre métier, ça, on est en train de le développer présentement. Mm-hmm. Puis j'arrive à imaginer un jeune qui veut avoir une ferme, avoir des terres, s'occuper de la nature, prendre soin des animaux, tout ça, s'inscrit à votre programme et là, c'est trop technologique. Qu'est-ce que vous avez à dire contre ça? Là, je fais l'avocat du diable, là. Bien, il y a plusieurs programmes, puis dans tout programme de formation, on essaie de donner un éventail d'outils. Hein. On forme des généralistes.
ne forme pas des spécialistes. On en avait parlé Donc, la dernière fois. Ouais. Il va toucher à différents types de production, différents outils. On va leur parler de GPS utilisés dans l'agriculture, etc., pour qu'ils sachent qu'est-ce que c'est. Mais ça va être à lui, après ça, de faire un choix sur, moi, je veux ou je ne veux pas utiliser telle méthode qu'on m'a montrée. Donc, on l'expose à ce qui existe pour qu'il puisse faire des choix éclairés après. Je vois. Une belle méthode. Et pour revenir à la hausse d'inscription, est-ce que vous avez utilisé une stratégie marketing, promotion? Est-ce que vous avez mis l'emphase sur diffusion message ou c'est simplement la qualité des cours qui a attiré du monde? C'est sûr que la qualité des cours, en bout de ligne, hein, si tu as un bon produit, ça se parle, puis les gens disent oui, va là parce que tu vas vivre telle affaire, puis ils sont bons pour ci, pour ça. Donc, c'est certain qu'on continue toujours de miser sur la qualité de l'enseignement puis de l'expérience étudiante qu'on donne à nos étudiants. Ça, c'est le message qu'on martèle. Mais la manière de marteler ce message-là, on a été très innovant. Depuis 2 ans, on a une stratégie marketing qui est beaucoup plus axée sur comment rejoindre les jeunes d'aujourd'hui. Donc, on peut faire avec des influenceurs. On a eu même le jeu Farm Simulator. Donc, on avait vraiment une gamer qui est venue vraiment jouer, s'amuser avec les jeunes en ligne pour un petit peu démystifier, c'est quoi? Donc, ça, c'est des manières de faire parler nous auprès d'une population qui regarde pas les panneaux sur l'autoroute. Là. Ouais. C'est vraiment, donc, il a fallu avec notre équipe travailler à ce niveau-là. Ils sont où les jeunes? Quel message on veut leur passer pour que il y ait juste le petit intérêt de dire « Hey, c'est quoi ça? Je vais aller voir. » Puis après ça, là, on essaye de voir comment ce qu'ils cherchent, c'est quelque chose qu'on peut lui offrir ou pas. Donc, on veut pas entrer plein de jeunes qui, en bout de ligne, c'est pas du tout ça qu'ils cherchaient. Pour nous, c'est important quand même qu'on aide les jeunes à faire des choix qui sont assez justes dans ce qu'ils veulent faire. Mm-hmm. Donc, ça va arriver des fois qu'on va référer, on se dit, regarde, c'est peut-être pas des programmes pour toi, mais va voir, c'est peut-être technique diététique, c'est quelque chose qui va te représenter plus. Donc, c'est notre rôle, c'est notre mission, en fait. C'est une très bonne initiative d'avoir mis des ressources dans le marketing, la promotion, parce que dans notre société moderne, tout n'est que bruit. En tout cas, les vrais beaux sons se perdent dans le bruit. Un organisme, un entrepreneur autonome, nous-mêmes, la station, il faut qu'on mette de l'argent à ces réseaux sociaux. Donc, je vois que l'effort est payant. Continuez comme ça. Je sais pas c'est qui votre équipe marketing, communication, mais fait bien la job. C'est ce qu'on pense, parce que depuis qu'on a mis en place cette stratégie-là, on voit des belles augmentations dans nos demandes d'émission, donc on continue. J'ai un conseil pour vous, pour que vous commandite de l'amour est dans le prix. Hey, ça, c'est un message qu'on se fait souvent. Pourquoi vous n'êtes pas dans les publicités au moment de l'amour est dans le prix? Ouais, l'argent. C'est pas une question d'argent. Non. C'est que, en fait, les gens qui écoutent l'amour est dans le prix sont déjà convaincus de l'agriculture. C'est pas ces gens-là nécessairement qu'on cherche. Quand on a fait les études au niveau de notre public cible, il écoute nouveau.ca, il écoute Occupation Double, ils sont là, les jeunes. Donc, ça, c'est un commentaire qu'on a souvent chez vous avec l'amour est dans le prix. Puis, toutes les indications marketing étaient, non, c'est déjà peut-être un public convaincu qu'il y a là, il faut que vous alliez à l'heure. Donc, fascinant. Quand je vous dis d'avoir les bonnes personnes en stratégie marketing, c'est le genre de conseils qu'ils vont nous donner. Ça fait du sens, parce que c'est pas la même stratégie. Vouloir être vu, donc le plus grand nombre possible, et vouloir convertir les gens, c'est pas du tout la même stratégie. Donc vous êtes vraiment... c'est cool. On le fait dans le fond, il faut faire attention parce qu'on a toute la portion qui est nos diplômes d'études collégiales. Hein. Souvent, on dit que c'est les jeunes secondaires qu'on recrute majoritairement. Mais on a toute une offre de formation continue. Puis là, on va s'adresser à un public adulte qui est déjà formé dans le secteur, qui veut parfaire ses connaissances, qui veut aller chercher des nouvelles compétences. Ça, c'est plus le genre qu'on pourrait dire, on pourrait s'afficher dans l'amour et dans le prix pour aller voir des gens qui sont déjà dans le secteur. Donc, on a quand même 2 clientèles parce qu'on a 2 offres de formation qui sont distinctes. Supposons une hausse d'inscription en continu, donc on prend la courbe puis on l'étire dans la même direction pour l'avenir. Est-ce que ça vous cause des problèmes au niveau logistique, manque d'enseignants, manque de place ou le potentiel est limité?
C'est un beau problème de devoir gérer la croissance. Ouais. Je préfère d'abord gérer la croissance que de la décroissance. En fait, si on parle spécifiquement de nos installations, on a de la place. On est capable d'accueillir du côté de la Pocatière environ le double des étudiants de ce qu'on a actuellement. Donc, en termes de nombre de classes, de laboratoires, ça, on est capable. Il y a assez de casiers. C'est sûr que plus d'étudiants, ça demande plus d'enseignants automatiquement, plus de technologues. Donc, oui, on a du recrutement à faire là, quand on augmente nos cohortes d'étudiants. Puis notre enjeu, c'est certain qu'on est présentement dans une situation où le gouvernement est plus à couper dans la fonction publique qu'à investir. Donc, nos défis sont vraiment de convaincre les décideurs que c'est important d'investir dans la formation agricole. C'est étrange qu'il va falloir convaincre quelqu'un, j'en reviens pas, parce que c'est une des industries les plus importantes, là. Fascinant. Fascinant. Voir que vous pourriez manquer d'argent un jour, c'est en tout cas incroyable. J'ai plus d'autres questions qui me viennent en tête. Merci pour votre temps. Si vous avez quelque chose à annoncer, c'est le moment. Sinon, je vous remercie. Bien, merci beaucoup de l'opportunité. Puis, même si les demandes d'admission pour le premier tour sont terminées depuis le 1er mars, on est ouvert au deuxième et troisième tour. Donc, les gens ont jusqu'en nous quasiment souvent pour de faire leur demande d'admission. Donc, c'est toujours possible s'il y en a qui n'ont pas encore pris leur décision. Merci, Karine, pour votre temps. Vraiment apprécié. Bonne continuation à l'ITAC. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, Jean de la TCBH, ici Wilson Henley. Aujourd'hui, on parle de lecture et d'imagination. Mon invitée est une autrice jeunesse bien connue au Québec. Ancienne enseignante au primaire, elle se consacre maintenant entièrement à l'écriture. Elle a récemment lancé un défi aux écoles, faire lire les enfants le plus de livres possible. Yes! Résultat, des dizaines de milliers de livres ont été lus par des milliers d'élèves. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Karine Paquin. Comment ça va aujourd'hui, Madame Paquin? Ça va bien. Super. Première question qui me vient en tête. Premièrement, parlez-nous un petit peu du défi en tant que tel. Donc, c'était quoi concrètement ce défi-là? Oui, dans le fond, le défi, il faut savoir que c'est quelque chose que j'avais fait l'année dernière parce que moi, en tant qu'auteur, je visite beaucoup les écoles. Donc, je vais en personne dans les écoles, je donne des ateliers, des conférences. Puis là, l'an dernier, chaque fois que j'allais visiter une école, là, je leur lançais le défi. Je leur disais combien de livres vous pensez que vous êtes capable de lire d'ici la fin de l'année? Puis là, ils se lançaient leur propre défi. Je leur laissais une affiche, puis je repartais, puis je leur disais quand vous aurez réussi votre défi, vous m'écrirez. Fait que j'ai un peu commencé comme ça. Puis ça a bien fonctionné, ça a motivé beaucoup les élèves. Fait que là, cette année, à l'automne, je me suis dit comment je pourrais élargir le défi. Parce que moi, je ne peux pas me présenter. J'ai une limite physique d'école que je peux voir dans une année. Là. Donc là, je me suis dit, je pourrais le lancer at large, comme on dit, donc à la grandeur du Québec, à toutes les classes qui veulent participer, sans nécessairement que j'aille les voir personnellement. Je pourrais les accompagner en vidéo. Fait que ça a été un peu ça mon idée derrière le défi, que j'ai lancé sur les réseaux sociaux là, de façon assez comme spontanée. Là. J'ai une idée, on lance un défi. Donc, je l'ai lancé ça à l'automne. Puis finalement, ça a vraiment bien participé. J'ai été assez surprise là, de l'engouement que ça a créé. Nice, cool. Puis moi, ce qui me venait en tête, c'était est-ce que c'est né juste d'une fantaisie pour la lecture, comme moi j'aime les livres, j'ai envie de partager ma passion, ou c'était vraiment dans le but d'adresser un problème majeur dans notre société qui est les écrans qui dominent, l'analphabétisation, le taux de littératie qui descend en chute libre. 50% des adultes sont niveau 3 et en dessous. On constate, il y a vraiment un problème de lecture et de français, d'écriture de lecture. Est-ce que vous vouliez adresser ça ou c'était vraiment juste « moi, j'aime les livres, let's go gang, on lit ». Une bonne question. En fait, moi, à la base, je suis dyslexique dysorthographique. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est porté naturellement vers la lecture. Raconter des histoires, ça, j'ai toujours aimé ça. Mais donc, oui, il y a quand même un désir. Puis, je suis une ancienne enseignante. Hein, vous l'avez dit en intro. Là. Donc, j'ai mon chapeau d'enseignante, de pédagogue. Fait que, oui, nécessairement, mon but, c'est d'aller accrocher des jeunes à la lecture qui s'y seraient peut-être pas accrochés là, sans quelque chose d'un peu extérieur qui vient les motiver. Je suis pas une grande lectrice, mais pourtant, je baigne dans la littérature et dans l'écriture depuis que je suis toute petite parce que j'aime raconter des histoires. Et ça l'a vraiment facilité mon parcours scolaire. J'étais vouée à avoir beaucoup de difficultés, puis grâce à ça, je m'en suis quand même pas trop mal sortie.
Puis on le sait que des bonnes habiletés de lecture, c'est garant d'une meilleure réussite scolaire. Fait que oui, tu sais, il y a la prof derrière, évidemment, qui est là, qui veut donner des outils aux jeunes pour leur permettre de pouvoir réaliser leurs rêves d'aller à la hauteur de ce qu'ils sont capables d'aller. La lutte contre les écrans, oui et non, je pense que ça fait partie de la vie. Il faut juste apprendre à vivre avec. On ne peut pas lutter, mais on peut valser. Puis l'idée, c'est d'aller présenter aux jeunes des ouvrages littéraires qui leur plaisent, puis d'aller leur présenter la lecture de façon différente, parce que certains de ces enfants-là, ben d'abord, n'ont jamais eu de livre à la maison, n'ont pas baigné dans un univers littéraire et voient ça très scolaire. Alors que la lecture peut être quelque chose de pas du tout scolaire, là. Ça peut être un loisir. Cela dit, ça ne veut pas dire que c'est facile pour tout le monde. Moi, c'est ça que je leur dis. Moi, je ne suis pas une lectrice vendue. Là. Je ne prends pas un livre sur le bord de la plage au Mexique là, pour me reposer. Là. Moi, lire, ça me demande de l'énergie, puis ça me demande de la concentration. Fait que je vais choisir les moments où je lis, puis je vais choisir ce que je lis aussi. Fait que ça leur permettait en même temps d'aller découvrir qu'est-ce qu'eux seraient capables de lire avec un certain plaisir, dans le fond. Exact. Tu peux passer 30-40 ans de ta vie sans lire parce que tu n'as jamais lu un seul ouvrage qui t'accrochait. Puis la journée que tu trouves le bon stock, ben là, t'es accro, tu sais. Mais ça prend Exact. Ça prend la bonne affaire. Je fais souvent le parallèle avec d'autres types d'art, comme la musique, par exemple, ou comme le cinéma. Si on écoute seulement des films de guerre, ben, ça se pourrait qu'on dise, ben moi, j'aime pas ça, le cinéma. Hein? Mais si on nous présente d'autres types de films ou même un documentaire qui serait beaucoup plus éducatif, mettons, ben là, on pourrait se découvrir une passion. Même chose pour la musique. Si on nous fait seulement écouter du rap toute notre vie, ben ça se pourrait qu'on dise, ben j'aime pas la musique. Donc, puis je leur dis, tu sais, quand tu entends une chanson à la radio que tu n'aimes pas, est-ce que tu dis, j'aime pas la musique ou tu dis, j'aime pas cette chanson-là? Donc, c'est le même parallèle à faire avec le livre. C'est pas, j'aime pas la lecture, j'aime pas ce type de livre-là. Je peux me vanter d'être un pro des métaphores et analogies, puis je vais en faire une meilleure que vous. C'est comme la cuisine. Donc, moi, j'aime pas les carottes, c'est parce qu'on t'a pas cuisiné une carotte de la bonne manière. Puis la journée que tu manges une carotte bien cuisinée, ben là, tout à coup, tu vas explorer les légumes. Tu sais? Exactement, comme les gens qui sont un peu récalcitrants au tofu, là. Oui, j'ai eu une expérience. Mon premier tofu, c'était en camping avec mon ami Hugo et c'était tellement répugnant que pendant des années, j'ai refusé le tofu. Maintenant, ma blonde me demande du tofu à chaque semaine parce que je sais bien cuisiner ça. Et voilà. Donc, imaginons un enfant qui s'est toujours fait mettre des livres dans les mains qu'il n'aimait pas ou des livres obligatoires à l'école qui ne sont pas son style. Mais ça se pourrait très bien qu'il dise qu'il n'aime pas lire. Ouais. Vous avez, au début, c'était en présentiel. Donc, dans les écoles, après ça, vous avez comme donné un petit coup comme ça sur les réseaux sociaux. Et à travers les réseaux sociaux, on peut vous contacter. Avez-vous eu des retours, soit d'élèves ou de parents, pour vous dire « Wow, merci, de la gratitude ». Avez-vous eu des retours qui vous ont touché ou marqué? Oui, vraiment. Puis c'est l'avantage de vivre dans un ère de réseaux sociaux, c'est que nos lecteurs ont accès, on a accès à nos lecteurs ont accès à nous. Là. Avant, il fallait écrire une lettre, l'envoyer à la maison d'édition. Mais là, maintenant, les gens peuvent réellement m'écrire personnellement. Je fais de mon mieux pour répondre à tout le monde, mais oui, j'ai des parents qui m'ont écrit, des enfants, des profs aussi. Puis il y a des classes que je suis allée visiter par la suite, donc qui ont fait le défi. Puis à un moment donné, au mois de janvier, j'allais les voir. Donc, j'ai vu vraiment concrètement la répercussion du défi. Il y a même une prof, une intervenante dans un centre jeunesse qui a participé au défi. On parle d'élèves, d'adultes, en fait, des jeunes adultes, de 16, 19 ans, puis ces enfants-là, n'avaient jamais lu vraiment de livre de leur vie, et ils sont aiment pas beaucoup l'école et tout ça, et ils ont participé au défi, et chaque enfant, chaque jeune a lu 7 livres pendant le défi. C'est énorme, 7 livres. Le défi a duré de septembre à décembre, là. Parmi vos téléspectateurs, je serais curieuse de savoir qui a lu 7 livres depuis entre septembre et décembre. Donc, c'est beaucoup. Donc, c'est des belles réussites. Félicitations, vraiment. Puis, donc, au total, je pense pour l'édition 2025, j'ai pas mon chiffre devant moi, là, mais 61 089 livres lus. Ça vous fait quoi quand vous entendez ce chiffre-là? C'est quoi l'émotion qui vient? C'est fou, hein? 61 000 livres, c'est énorme. J'irais même jusqu'à dire, là,
sans trop vous flatter dans le sens du poil, sans trop vous féliciter. 61 000, supposons que ça aurait été 4 fois moins normalement. Si on fait l'effet papillon, vous avez peut-être fait avancer l'intelligence ou la culture du Québec un bond de 5 ans ou de 10 ans, parce que ça aura des répercussions à long terme hallucinantes, là. Hallucinantes. C'est comme durant la COVID, on a retiré les enfants des écoles, c'était tout par Zoom, puis là, je pense que les études, on a reculé de 10 ans la culture, l'intelligence, parce que et là, vous avez fait l'inverse, vous l'avez propulsé. C'est ça. Je vous ai coupé dans votre réponse, là, je suis désolé. Non, mais c'est quand c'est pour me lancer des fleurs, ça va. Ouais, c'est ça, exactement. Non, Ouais, ben c'est énorme. Puis comme vous dites, dans le fond, on a peut-être forgé des futurs lecteurs. Puis dans le défi, je leur lançais d'autres défis, dont de lire des livres québécois et tout ça. Donc, parmi ces 61 000 livres-là lus, beaucoup étaient des livres d'auteurs québécois. Donc, oui, ça participe à rendre notre industrie, la garder en santé. Donc, dans tout ce projet-là, j'avais une assistante avec moi. J'ai toujours une assistante avec moi là, qui m'aide à gérer ma carrière. Puis cette assistante-là, elle m'écrivait, c'est elle qui recevait les chiffres, puis là, elle m'écrivait, elle était là, Karine, c'est capoté, puis là, j'ai les larmes aux yeux. Fait que, non, on était vraiment contentes. Ça a été au-delà de mes attentes pour un défi lancé un peu spontanément comme ça. Puis ça donne le goût de réfléchir à dire, comment on peut encore pousser plus loin, comment on peut aller toucher encore plus d'élèves, créer un impact positif. Puis, en tant qu'ancienne enseignante, je sais qu'on a besoin d'offrir dans les écoles des choses qui sont simples, gratuites, efficaces. La tâche enseignante est déjà lourde. Le budget est quasi absent. Donc, c'était vraiment ça mon désir, là, c'est d'aller donner un clé en main aux enseignants, aux enseignantes. Puis, je pense que je pourrais dire mission accomplie, là, ouais. Ouais, félicitations. Pour revenir à ce que vous avez dit au début, ça va faire des futurs lecteurs. Oui, mais pour donner, mon imagination est partie plus loin, là. S'il y en a un qui serait, là, ça va faire des futurs lecteurs qui vont peut-être même devenir des écrivains, qui vont finalement engendrer des scientifiques. Et donc là, ça fait un effet boule de neige complètement hallucinant. En tout cas, je suis émerveillé. Là, vous avez dit que vous avez lancé ça un peu comme ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'était la première édition. Là, est-ce qu'il y a une structure plus importante qui va se développer autour de ça ou on fait juste rincer, répéter la même chose? On travaille, je te dirais que je rencontre là, tranquillement des gens dans l'idée d'aller structurer, mais surtout aller chercher du financement parce que ça m'a coûté cher, tout ça, et tout ça est de ma poche. Là, c'était ça qui était voulu. Là, mais, cher, à quel niveau, c'était quoi les dépenses? Déjà, toutes les classes qui se sont démarquées, donc une classe par niveau scolaire, là, a reçu une boîte de livres d'une valeur de 200 $. Je les ai, dans le fond, pour les féliciter. Ensuite, chaque classe qui s'inscrivait au défi recevait par la poste une enveloppe qui était comme une espèce de thermomètre, là, une affiche dans laquelle ils pouvaient suivre leur progression. Ils recevaient une enveloppe mystère qui allait ouvrir à la fin du défi, donc un certificat de réussite, des collants du défi. Donc, c'est juste les frais de poste et tout ça. Ouais. Ça a été énormément d'argent, plus le temps mis dans les vidéos, parce que là, je leur ai envoyé des vidéos régulièrement tout au long du processus. Donc, c'est plus mon assistante qui a travaillé là-dessus. Fait qu'au final, c'est quand même beaucoup, c'est quelques milliers de dollars que j'ai mis de ma poche dans ce défi-là. Puis je me dis, comment je pourrais aller chercher du financement pour pouvoir, parce que si on double le nombre d'écoles, c'est qu'on double le nombre d'affiches. donc voilà. Puis, donc, on est en train de regarder c'est quoi les possibilités, comment on peut élargir, comment on peut aller chercher de l'aide. Donc, présentement, on est en train de travailler pour préparer l'automne, puis être prêt. OK. Bon, félicitations. Je suis content que ça vous ait pas freiné toutes ces dépenses-là. Non, puis c'est pour ça qu'on essaie d'en parler beaucoup autour de nous pour que les gens qui se sentent interpellés ou les gens qui disent je pense que je pourrais peut-être aider pour X raisons, si des entreprises privées ont envie de devenir des commanditaires ou des trucs comme ça, c'est en parlant qu'on va pouvoir rassembler des gens. Là. Exactement. Moi, je vois un très bel avenir pour ce défi-là. Puis d'après moi, vous êtes pogné avec ça pendant encore 20, 30 ans. Donc, c'est ça. Bonne continuation. J'en suis pas déçue. On n'a pas parlé de votre carrière d'enseignant ni d'autrice, tout ça. Vous êtes très connu ça auprès des jeunes pour ça. Mais sinon,
y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas abordé que vous voudriez parler aujourd'hui? Peut-être un lancement de livre, un événement, quelque chose? Y a-t-il une invitation que vous voulez faire aux téléspectateurs? Ben, je pense que j'inviterais les téléspectateurs qui ont peut-être des enfants ou des petits-enfants là, dans leur cercle d'aller visiter mon site Internet. Fait que c'est karinepaquin.com, facile. Il est en train de s'afficher en C'est- bas de l'écran en gros, il est en Voilà, train de flasher en demain, rouge. ça s'affiche. Ouais. La magie de la télé. Puis, dans le fond, sur ce site-là, il y a des choses intéressantes là, parce que, évidemment, vous pouvez voir les livres que j'ai écrits, mais au-delà de ça, j'ai plein de vidéos gratuites que je fais qui aident les jeunes qui ont des difficultés à l'école, des trucs d'auteur, des trucs de comment apprendre ces mots de vocabulaire, tu sais, des choses très concrètes que les enfants font. Des trucs aussi si tu veux écrire une histoire, tu sais, c'est comme... Donc, j'aide vraiment les jeunes avec des petites vidéos comme ça, amusantes. Ensuite, il y a un autre truc intéressant sur mon site, ça s'appelle le quiz. Et le quiz, ça pose des questions sur l'enfant ou l'adulte, parce que j'écris aussi des livres jeunes adultes. Donc, ça pose des questions. Aimes-tu lire? Blablabla. Puis on répond comme ça aux questions, puis à la fin, le quiz dit quel livre de Karine Paquin serait le mieux pour toi, en fonction de tes goûts, puis ce que tu viens de nous raconter. Puis il paraît que le quiz ne se trompe jamais. Ah, wow. Donc, si on veut offrir un cadeau à un enfant, ou pourquoi pas aller sur le quiz, aller voir ça serait quoi son meilleur livre, puis offrir un livre en cadeau, ben c'est offrir un plus grande chose qu'un objet, disons. Merci beaucoup, Madame Paquin. Vraiment apprécié. Merci pour votre temps. Je vous souhaite une belle continuité pour tout le reste. Puis pouvoir à la lecture, pouvoir à l'éducation et voilà. Ben merci d'offrir une belle visibilité à mon projet, puis à la lecture, l'écriture et l'éducation. Fantastique. Merci encore pour votre temps. Passez une belle journée. Bonjour tout le monde. Ici Max pour la TCBH. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur atypique de la région, à la fois intervenant social, passionné d'événementiel et brasseur itinérant derrière Barbe Rouge, David Thériault. Bonjour David. Salut, salut. Ça va bien? Ben oui. Ouais. Bien, merci d'être avec nous. On te connaît beaucoup pour tes bières dans la région parce que tu inondes le marché de l'événementiel et des établissements de la MRC des Basques avec des bons produits, des bonnes bières. Mais on pourrait commencer par te situer. Dans le fond, c'est quoi tes origines? C'est de où tu viens? Puis c'est quoi ton parcours qui t'a amené à faire toutes ces choses-là? OK, grosse question. Ouais. Moi, Prends ton temps. j'étais un gars je viens de Rimouski. J'ai étudié au cégep là-bas, travail social. J'ai fait un bac en sociaux. Après ça, j'avais envie de connaître des trucs. Fait que j'ai été à Montréal pendant 2 ans. Après ça, 10 ans à Gaspésie. C'est pas mal là que j'ai appris à brasser de la bière. Mm-hmm. Je sortais avec une fille à l'époque là, qui était vraiment tournée vers ça, les saveurs, tout le côté dégustation, la bonne bouffe. Elle avait essayé de starter une brasserie avec son ex. Puis là, tout le temps, moi j'aime ça transformer, prendre la matière première, transformer, goûter, tout ça. Fait que ça m'intéressait, j'ai appris à brasser là. J'ai lu des livres, j'ai brassé, je l'ai refait. Après ça, je me suis mis à comprendre plus. Puis, C'est vrai qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant. Tu prends des grains, tu prends des levures et de l'eau et du sucre et tu crées un produit qui est extrêmement mais valorisé. pas forcément du sucre, parce qu'il y a du sucre dans le grain déjà, dans le Ah, malt. déjà, OK, Ouais, oui. c'est ça. OK. Puis en fait, c'était à un moment où c'était quand même assez avant-gardiste d'essayer de créer des bières qui goûtent différent que de la Molson. Ouais, puis ben, c'est sûr que je te dirais, quand j'ai commencé à brasser vers 2010, vers 2012-2015, il y a eu un gros pic des microbrasseries. Là. Il s'est mis à en avoir. Au début, il y en avait peut-être 90. Là, on doit être en bas de 300. Là. Il y a eu une explosion, une grosse croissance, là, aller jusqu'à, mettons, 2020. Là. C'est comme si la jeunesse réclamait des meilleures bières. Ben oui, puis moi, je dis tout le temps, je pense qu'on boit moins, mais on boit mieux. En tout cas, je parle pour moi. C'est le même que je me sens. Fait que là, c'est le fun là, d'aller chercher un peu les saveurs du terroir. Déguster au lieu de faire une beuverie. Là. Mais on fait encore des bières de soif. Là. Moi, je me situe toujours des bières comme à 5 Mais j'aime ça avoir des ingrédients locaux. Puis c'est ça. Puis c'est quoi qui a fait que dans tout ce chemin... Ben, tu as eu de l'expérience, tu as essayé des choses, mais qu'est-ce qui t'a fait vraiment que tu t'es lancé comme Barbe Rouge, le brasseur itinérant? À un moment donné, je me suis mis vraiment vers 2015 à triper sur la bière surette, la bière sûre, qu'on dit, qui vient un peu de l'Allemagne. Dont celle-là, et celle-là, et celle-là. Quand même assez spécialisé dans la bière. J'ai tombé en amour avec la bière sûre, ce qu'on appelle les Berliner Weiss en Allemagne.
je me suis mis à en faire plusieurs, comme celle-ci, c'est une gauze, la douce Florence. Ma grand-mère s'appelle Florence, avec du sel de mer. Le côté surette, là, je l'ai annexé avec de la mélisse qui goûte un peu le citron. Fait que ça fait une super belle bière de soif. Puis, Avec des produits locaux, en plus, des ingrédients plus locaux, ouais, comme la mélisse, ça tu vois, pousse, je me suis restarté des semis cette année. Je vais en mettre dans mon jardin, des jardins Beaulieu, avec Gab qui en fait à Saint-Mathieu. Fait que, tu sais, c'est cool. Là, Fait que c'est des bières un peu circuit court. On prend les ressources qu'il y a déjà dans le coin. J'ai déjà fait une bière, par exemple, une bière sûre à la mangue. Mais je me sentais comme mal parce que, bon, il n'y a pas de mangue ici. Tu sais, ça vient pas, ça pousse pas ici. Ouais. Fait que je me suis un peu éloigné de toute la goyave, ce genre de fruits-là, pour me rattacher plus à des trucs qui poussent au Québec. Les houblons, j'ai eu un courant là, des dernières années, là, 100% houblon du Québec. Cette année, je me fâche un peu. Là, je retourne dans mes vieilles, comme les disques vinyles, là, je retourne dans mes vieilles amours avec des houblons plus, mettons, Citra, Mosaïque, Simcoe. Des houblons qui sont vraiment connus depuis longtemps. Oui, c'est très tendance. C'est ça. On les reconnaît souvent sur les étiquettes des bières, Ouais. ces houblons-là. Mais t'en parlais un peu concrètement. Comment tu arrives à créer une recette? De où viennent toutes ces connaissances-là pour associer les produits les uns aux autres? Puis c'est quoi? Bien, j'ai été influencé un peu. À un moment donné, j'ai mis la main sur un livre qui s'appelle La cuisine moléculaire de Chartier, et puis qui fait des agencements de saveurs. Puis exemple, pour cette bière-là, c'est une Berliner Weisse qui s'appelle l'épine dorée, baie d'argosier et basilic sacré. C'est un agencement que j'ai vu dans le livre. Basilic sacré. Puis c'est quoi que ça crée comme combinaison, les deux ensemble? Ça crée, tu sais, le baie d'argosier, c'est un peu limonade, je trouve. C'est pas mal sûr aussi. C'est aussi surette. Puis annexé avec le basilic, ça donne un petit côté piquant qui vient donner comme un genre d'équilibre à ça. Puis ça fait, moi, c'est comme le même effet que boire une limonade, cette bière-là. OK. Fait que, ouais. J'aime ça y aller aussi, pas trop comme, mettons, 10 saveurs. Tu sais, deux, trois éléments clés dans une bière, parce qu'à un moment donné aussi, ça devient compliqué à expliquer, tu sais, de où, puis du pourquoi, tu sais, puis tout. On comprend plus vraiment ce qu'on Non, goûte. c'est ça. Fait que j'aime mieux mettre, c'est ça, un ou deux éléments là, dans une bière. Puis, j'imagine que tu pars d'idées originales que tu as envie de faire, mais est-ce que des fois, il y a du monde qui t'appelle « Hey, pourrais-tu nous faire une bière sur mesure selon telle caractéristique? » Mais je vais aussi avec... il y a des tendances du marché. Comme, mettons, cet été, tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts produits au Québec, là, pour la mousse, par exemple. J'écoute beaucoup ça. Puis c'est vrai qu'il y a... Là, une couple d'années, on était vraiment partis sur des lagers, des pilsners, des trucs faciles à boire. Là, tu vois, cette année, on me dit que c'est peut-être une tendance sur les lagers houblonnés. Fait que la même base de bière, une lager blonde, avec un petit dry-up d'un tel houblon pour un petit punch fruité. Mais on reste quand même dans quelque chose à boire, tu sais, facilement. Accessible. Ouais, c'est ça. Que même les néophytes de la bière pourraient prendre une gorgée et ça passe bien. C'est ça. Fait que là, cette bière-là, tu vois, ça va être pour l'Escale, notre bel organisme communautaire qui... Oui, tu avais fait, je pense, une bière pour l'Escale l'année dernière pour leur festival. Fait que donc, là, tu vas recréer une nouvelle recette pour eux. On avait fait aussi une lager houblonnée. On avait mis un petit peu de maïs dedans pour une petite douceur là, sucrée. Cette année, on abandonne le côté maïs, on s'en va plus vers lager houblonnée. J'ai sélectionné le houblon Citra pour cette bière-là. Ça goûte le citron, fait des agrumes. Un peu passe-partout, on pourrait dire. Puis c'est parfait pour un festival où est-ce que ça se passe à l'extérieur. C'est ça. Ça prend une bière grand public quand même qui plaît à tout le monde. T'sais, on ira pas vers une bière forte ou... trop funky. Non, c'est ce qui goûte la ferme. Ouais. On y va vers de quoi qui est accessible. Fait que c'est cool. Puis je le dis ouvertement, cette bière-là, elle va être séparée en 2 layers, deux sortes de bières. Puis j'ai un client, le garage JML, qui m'a demandé aussi. Fait que c'est ça qui est le fun avec ma compagnie, c'est que j'ai pas une usine à bière ici, mais j'essaie de faire les trucs localement avec des entreprises du coin. Okay. Fait que là, il y a l'Escale qui va avoir cette bière-là. J'en réserve une batch que je ne vais pas nécessairement vendre beaucoup dans les dépanneurs, mais pour le garage JML qui, eux, font des courses de char, des courses de voitures à Saint-Cyprien. Ils ont un festival associé à ça. Fait que c'est le fun. Après ça, il y a, mon Dieu, la traverse à 3 pistoles. J'ai refait une bière qui s'appelle la Douce Florence. J'ai pas encore réfléchi au concept. On va
On va peut-être tweaker un petit peu la recette avec un petit dry-up là, d'un houblon, d'un petit côté fruité cette année. Mais tu sais, c'est le fun, c'est que je sais pas si la caméra va voir, mais on met quand même le logo de la compagnie. Tu sais, je m'amuse, je mets bière de traversier, 3 pistoles. Tu personnalises le produit le plus que tu peux. Ouais. Celui-là ici, mettons, c'est dans le mot pour la personne, pour Daniel qui est à la cantine, le relais de skidoo. Ouais, un peu à l'extérieur de la ville. Ouais, à la Drame des Neiges, Sainte-Françoise. Oui. Fait que, tu sais, une bière de cantine. Tu sais. Lui, il aime ça, la bière, la Pabst. J'ai fait un étiquette qui ressemble à ça un peu aussi. C'est une Pabst de luxe, on pourrait dire. C'est le fun aussi d'engager des graphistes, leur donner une idée que moi, tu sais, c'est pas nécessairement facile d'expliquer des fois qu'est-ce que j'ai en tête. Mais je travaille avec des artistes locaux, puis je suis sensible à ça. Quand on regarde un peu ce qui se passe avec l'intelligence artificielle en ce moment, tu sais tout de suite quand une image est générée par on commence à remarquer, oui. Puis non, je suis même genre, je vais essayer. Ah, non, je veux même pas payer ça puis essayer. Ça se voit un peu j'aurais trop honte. Ouais. Ben, c'est vrai parce que c'est ça qu'on voit quand on voit une bière, c'est l'image. Fait qu'aussi bien qu'elle soit vraiment optimale. Là. Mais tu dirais que c'est. Fait que selon toi, est-ce que c'est comme ta polyvalence et ta flexibilité qui fait que ta microbrasserie se démarque des autres? Ben, en fait, j'ai pas une microbrasserie. Je suis tout le temps un petit malaise quand on me dit ça. J'ai pas de microbrasserie, j'ai pas une usine qui est à moi. Je suis propriétaire d'une marque, puis de mes recettes. Puis après ça, moi, je dois convaincre des brasseries de brasser mon produit. T'sais. Fait qu'après ça, je m'occupe de la mise en marché, les ventes. Je vais garantir les ventes. Puis la distribution. Le marché de la bière a vraiment évolué dans le sens que maintenant, je vends presque tout localement. T'sais. J'ai eu des enfants, j'ai eu une fille l'année passée, fait que l'été passé, j'étais pas mal occupé. Puis je faisais juste vendre là, à 3 pistoles. Il y a quelques caisses là, en ville là, où la bière a été produite, là, qu'on va vendre là-bas, mais c'est beaucoup un truc local. C'est quand même bien au niveau de marketing parce que tu peux dire que c'est un produit du terroir qu'on ne retrouve qu'à 3 pistoles. Ouais. C'est quand même distinctif de la région d'avoir du Barbe Rouge dans ses produits. Bien, ça fait en sorte que, écoute, si tu veux écouter, viens nous voir. Viens connaître 3 pistoles. Si tu viens nous voir, goûte-y. Ben parce oui, que c'est juste là que ça se passe. Exact. Non, c'est quand même pas mal de se concentrer. Ouais, je me sens à l'aise là-dedans. J'aimerais ça aller... oui, j'utilise des trucs locaux. Là. La mélisse a déjà été achetée ici. Trucs de même. Cet été, je fais une limonade. Je fais mon premier sans alcool. Je sais pas si je te l'apprends peut-être. Oui, c'est une grande primeur. Une grande primeur. Ce grand amateur de bière va faire de la limonade, mesdames et messieurs. Avec les enfants qui poussent chez nous, ben, je trouvais ça intéressant d'avoir un sans-alcool. Ça fait longtemps que je suis attiré par ça. Fait que là, le procédé est différent. Je fais une limonade chez nous en 1 litre. Là, celle-ci, ça va être une limonade avec framboise, jus de citron, miel et romarin. Oh, wow. Fait que, puis là, j'ai acheté le miel, tu sais, les abeilles du Faubourg à Saint-Éloi. Le romarin, je l'achète à Gab. Gabriel. Beaulieu. Ouais, c'est ça. Puis c'est cool. J'ai bien hâte là, de lancer mon premier produit là-dedans. Si ça marche bien, je vais aller vers d'autres. Mon rêve ultime, là, ça serait... Moi, je reste dans un rang. Je suis entouré de champs, l'agriculture, l'avoine, puis tout. Ça, moi, j'aimerais ça faire une bière avec des grains locaux, tu sais. Mm-hmm. Comme, mettons, de l'avoine. Que tu ferais pousser toi-même? Puis... Non, bien que je pourrais demander à des agriculteurs du coin. Venez chez moi. Ouais, mon voisin, moi, il a 400 acres de terre. Il peut me produire un rang là, de quelque chose que je veux. Puis après ça, mais là, c'est compliqué. Il faut aller voir la malterie. Il y en a une au Témiscouata. Il faut... Fait que t'es vraiment dans la même mentalité que René de la boucherie, qui, elle aussi, beaucoup dans le circuit court, recréer des circuits où est-ce qu'on prend les produits de notre région, on les transforme ici. C'est ça. Et on peut même les vendre aux touristes. C'est ça. Genre. Sans faire exprès, c'est sûr qu'on a un peu le même modèle d'affaires, là. Puis, ben pas le même modèle d'affaires, mais la conscience de l'économie locale. Là, c'est ça. Hey, le grain, tu sais, des trucs, là, ça voyage, là, c'est fou. Là. Moi, je vendais des fruits une couple d'années avec la coop à table qui n'existe plus. Là. Le fruit, si tu le prends, je sais pas moi, dans la région de Québec, il arrive ici, on le transforme, tu la reship après ça à Trois-Rivières parce qu'une brasserie le veut. Tu sais, le fruit, il a fait quoi? Genre, il peut faire 1500 km, là, tu sais, c'est fou, là. Fait que... C'est vrai. Circuit court, ça veut dire ça aussi, tu sais, pour moi. Fait que... C'est cette conscience-là un petit peu plus globale, là. Ouais. Puis, où aller maintenant? Il y a tellement de sujets à discuter. Ben là, il y a plein de trucs qui me viennent en tête. Je fais une bière avec le motel agricole, qui, moi, je reste dans... Pour le motel agricole? Ouais, en fait,
C'est ça, je reste dans le rang 2. Le motel agricole est pas loin de chez nous. Ils ont planté des framboises une couple d'années là-bas. OK. Ils ont récolté une centaine de kilos. Mais Quelle ferme? le motel. En fait, c'est la MRC qui a starté le motel agricole. Puis la MRC eux-mêmes ont planté des framboises. OK. Naturellement, ils cherchent en ce moment des gens pour peut-être reprendre. Le privé qui voudrait louer cette parcelle de terre-là aurait déjà des framboises dessus, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse. Fait que moi, j'ai acheté mes framboises-là, puis je vais faire une bière au ketch qui va être framboise, puis du basilic citron. Basilic citron qui est Gab, j'ai un blanc de mémoire, là, il me semble que c'est le Gabriel Légaré? Non, l'autre Gabriel avec sa blonde Amélie qui ont une entreprise là, pour la faim, je pense. Amélie Dion? Ouais. Pas Dion, non. C'est pas Amélie Dionne. C'est Amélie puis Gab qui ont la fin est proche. La fin est proche, exact. Ouais, là, j'ai acheté du basilic citron là-bas. C'est ça. Framboise, basilic citron, bien sûr. Ça, c'est très l'esprit de communauté. Là. Ça va être fait au catch aussi, là, dans le coin de Montjoly. OK. Sainte-Flavie. Fait que, des produits qu'on peut être fiers parce que ça vient d'ici. C'est fait ici. C'est ça. Puis, mais disons, on est dans le monde des bars. Ouais. On en a parlé un peu en avant d'entrevue. Là, il y a beaucoup de métamorphoses dans le monde du bar à trois pistoles. Hein? Il y a des scoops. Il y a des scoops. Il y a des intrigues. Ouais. Il y a des rumeurs qui se confirment. Donc, le Boogie va fermer officiellement. Et, en tout cas, c'est comme un gros dossier. Là. C'est dur de dire ce qui arrive exactement, mais le Boogie tel qu'il est ferme le 28 mars. Ouais. Et il y a des bars qui vont fermer. Il y a peut-être le chez nous qui va fermer. Ils vont peut-être déménager dans d'autres locaux. Il se passe plein de choses. On se demande quasiment, il va-tu avoir un moment où il n'y aura pas de bar à part le bistrot Grain de Folie dans la ville? Et donc, toi, en tant que brasseur qui n'a pas de microbrasserie, aurais-tu aimé ça te positionner dans cette joute-là pour avoir ton... J'aimerais ça. Mais c'est quand même... Tu sais, l'entrepreneuriat, moi, je suis dedans, mais j'ai quand même juste un pied sur deux dedans. Dans le sens que, tu sais, j'ai mon projet en ce moment... c'est quand même assez facile de le réaliser parce que j'ai pas trop d'investissement dedans. Tu sais. Je fais pas beaucoup d'argent, mais j'ai pas beaucoup d'investissement. Se lancer dans un gros projet, moi j'ai déjà une super bonne job. Tu sais, je travaille au centre jeunesse, je suis éducateur, c'est cool. J'aime ça. Fait que quitter ça pour faire je sais pas moi, des semaines de 70 heures, puis essayer d'avoir un peu le même salaire que j'ai là, le même train de vie, c'est... Pour un gros risque. En ce moment, c'est fou. Bonjour, bienvenue à cette capsule d'information sur les activités de l'ADOCAR. Je m'appelle Michel Hébert et je suis le responsable bénévole des communications. L'Association pour le développement des aînés à l'UQAR est un organisme à but non lucratif qui offre des formations, des conférences et des visites aux personnes de 50 ans et plus sur un territoire qui s'étend de l'Apocatière au Bas-Saint-Laurent jusqu'aux îles de la Madeleine, en passant évidemment par la Gaspésie. Le mot UQAR apparaît dans notre nom puisque l'université est notre principal partenaire depuis notre création il y a plus de 35 ans. Par contre, toute personne peut s'inscrire à nos activités, et ce, peu importe son niveau de scolarité et l'endroit fréquenté durant ses études. Sachez que vous bénéficiez d'une réduction sur le coût d'inscription aux formations et d'un tarif privilégié pour participer aux conférences et aux visites lorsque vous êtes membre de l'ADOCAR, l'abonnement vous coûte 20 $ par année, ou membre d'un des 18 organismes partenaires comme la FADOC, le Carrefour 50+ du Québec et bien d'autres. L'important, c'est de vouloir continuer à apprendre et à s'informer dans une atmosphère chaleureuse et stimulante. Nos activités sont offertes de 4 façons. En présence dans certaines villes, à distance sur Zoom, en mode commodal ou hybride, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont réunis dans une ville à un endroit donné et que d'autres personnes peuvent y participer sur Zoom à partir de leur maison. Et comme nouveauté cet hiver, nous ajoutons le mode en différé, ce qui signifie que vous pouvez vous inscrire à certaines des activités qui offrent ce mode-là et visionner l'enregistrement dans un délai de 30 jours après l'activité, ce qui est plutôt pratique si vous avez un conflit d'horaire. Voici nos activités jusqu'au 24 avril par volet ou catégorie d'activités si vous préférez. Débutons par les conférences. Pierre Rioux, le président de la Société de généalogie et d'histoire de Rimouski, nous présentera la conférence « Joseph-Charles Taché, faire une enquête généalogique comme pour un ancêtre invisible » le vendredi 20 mars en présence à Rimouski et simultanément à distance sur Zoom. Joseph-Charles Taché
Fut médecin, homme politique, écrivain, inspecteur des asiles et des prisons et sous-ministre. Au cours de la conférence, le conférencier fera un exposé concernant la généalogie et la vie non publique de cet intellectuel du 19e siècle en insistant sur son passage rimousquois. Hugo Saint-Amand-Lamy, professeur de linguistique à l'UQAR, présente la conférence « Transmettre et inventer, une histoire des prénoms au Québec » le vendredi 27 mars en présence à Rimouski, simultanément à distance, sur Zoom et en différé. Il est aussi possible de vous rendre à Rivière-du-Loup pour vous joindre à d'autres participants pour écouter la conférence en groupe. Philomène, Octave, Domitille, Télésphore, ces prénoms évoquent aujourd'hui un passé lointain, mais à une certaine époque, ils ont incarné une véritable révolution dans les façons de nommer les enfants au Québec, aux côtés de centaines d'autres prénoms nouveaux et alors porteurs de modernité. La croissance rapide des maladies chroniques de société met une pression énorme sur le système de santé. Dans le cadre de sa conférence « La révolution active, la science de la prévention par le mode de vie expliqué simplement », le docteur Jean-Pierre Després propose des concepts simples et des outils pratiques pour mobiliser la population et créer une véritable révolution active citoyenne afin que, collectivement, nous puissions fabriquer de la santé. Cette conférence a lieu le jeudi 23 avril en présence à Rimouski, simultanément à distance sur Zoom et en différé. En ce qui concerne le volet « Bien vieillir en santé », nous avons 2 activités à vous proposer. En premier lieu, la formation des premiers soins d'urgence et la réanimation cardio-respiratoire RCR avec certification, donc un cours officiel, animé par Karine Lesage qui débute le mercredi 25 mars et dure 2 semaines à raison de 4 heures par semaine en présence à Rimouski. Ce cours de premiers soins, réanimation cardio-respiratoire, RCR, et anaphylaxie vous offre une formation complète et pratique avec certification officielle valide pour 3 ans. Camélie Albert, sexologue et détentrice d'une maîtrise en éducation de l'UQAR, anime la formation « La sexualité, le plaisir et la sensualité, réflexion et discussion pour bien vieillir en santé ». Cette activité d'éducation de la sexualité est spécialement destinée aux 60 ans et plus. L'animatrice abordera de façon interactive des enjeux biologiques, culturels, psychologiques, relationnels et légaux liés à la sexualité des adultes. Il s'agit de 2 rencontres débutant le mardi 4 avril en présence à Rimouski et simultanément à distance sur Zoom. Celles et ceux qui sont intéressés par les finances peuvent visionner gratuitement les 4 webinaires offerts par Desjardins Courtage en ligne. Ils sont tous regroupés dans le volet « Bien vieillir financièrement ». Du côté du volet culture, société et loisirs, les prochaines activités sont Introduction à l'ornithologie en compagnie de Michael Jaffre. Débute le mercredi 1er avril en présence à Rimouski, à distance sur Zoom et le dernier cours sur leur terrain dans les environs de Rimouski et d'autres villes. Cette formation permettra d'acquérir des connaissances générales sur l'identification des oiseaux et sur leur vie. 5 rencontres sont prévues, suivies d'une sortie en nature pour l'observation directe des oiseaux. Madeleine Fortier vous invite à participer à L'art en action de l'analyse et la création. Plongez au cœur de l'art avec nos 3 conférences-ateliers. Chaque atelier combine exploration artistique et pratique créative. Au programme, Georges Seurat et le pointillisme, Claude Monet et l'impressionnisme, et Vincent Van Gogh, l'expression des sensations et des couleurs. Cette formation de 3 rencontres débute le jeudi 9 avril à distance sur Zoom. Marcel Rousseau a habité dans le Grand Nord durant de nombreuses années. Il nous propose 3 rencontres de 2 heures chacune à compter du lundi 13 avril, en présence à Lévis, ce qui est une première, simultanément à distance sur Zoom et en différé. Sa formation intitulée « Les Inuits du Nunavik » vous fera découvrir les Inuits, un peuple dont nous ne savons pas grand-chose non plus. Le Nunavik, l'histoire des gens qui l'habitent, leur avenir parmi nous ou sans nous. Il y a plusieurs activités en informatique qui débutent prochainement. Je vous les énumère rapidement. Tout d'abord, il y a l'atelier Messenger et Marketplace animé par Anne-Solène Rioux de l'organisme Formatio le lundi 16 mars à distance sur Zoom. Photothèque iCloud avec Michel Fortin en présence à Rimouski. Il s'agit de 4 rencontres de 2 heures par semaine débutant le mardi 17 mars. Sécurité de vos comptes en ligne, aussi avec Michel Fortin qui débute le mardi 17 mars et dure également 4 semaines à raison de 2 heures par semaine en présence à Rimouski. Gérer ses photos et vidéos avec Google Photo Android, animé par Claude Drouin de Formatio, le lundi 30 mars à distance sur Zoom. iPad et iPhone pour débutants, avec Michel Fortin, débute le mercredi 1er avril, en présence à Rimouski, et le 7 avril avec Félix Gué-Vachon, mais à Gaspé. Passé, nous vous offrons la formation « L'intelligence artificielle au service de votre quotidien » pour une 3e session consécutive en compagnie de Marcel Landry, enseignant en technique de l'informatique au Cégep de Rimouski. Cette activité débute le mercredi 15 avril et dure 2 semaines à raison de 2h30 par semaine
à distance sur Zoom et en différé. Pour obtenir plus d'informations, vous inscrire à ces activités ou devenir membre de l'ADOCAR, rendez-vous sur notre site Internet au www.adaucar.ca ou communiquez avec Elisabeth au 418-724-1661. À bientôt. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Wilson Henley pour votre téléjournal. Je vous dis à la semaine prochaine.